Bonjour à tous, aujourd'hui format un petit peu spécial, pas du tout écrit et plutôt chill, puisque je vais vous présenter tout simplement les derniers films que j'ai achetés. Voilà, je collectionne les films depuis plusieurs années maintenant, j'en ai quand même beaucoup. Je vais essayer de pas faire une simple présentation, mais ce sera plutôt l'occasion en fait de parler de films, de parler d'anecdotes qui entourent les films, de aussi pourquoi ces films-là m'ont touché. Enfin voilà, le but c'est que vous ressortiez de cette vidéo en ayant envie de voir des films et en ayant appris des trucs. Ah oui, et juste avant que je vous parle d'un film, je vais vous faire un mini synopsis, mais vraiment de une ligne, juste pour vous mettre un peu dans le contexte du film et pour vous donner envie. Je sais que moi, j'aime pas trop être renseigné sur les films que je regarde. En fait, j'aime bien découvrir tout de zéro. Mais voilà, là, je vais essayer d'être très succinct, faire une phrase maximum pour quand même vous donner un petit peu de contexte. Alors, on commence avec Pulsion de Brian De Palma, le gars qui a fait Scarface, Les Incorruptibles, plein de films extrêmement cultes. C'est un thriller des années 80 et c'est tout simplement l'histoire d'une femme qui, après avoir passé la nuit avec un homme, se fait mystérieusement assassiner par une autre femme. C'est un film qui m'a beaucoup touché par son ambiance. C'est vraiment un film typiquement années 80, il y a tous les marqueurs de cette époque-là. Que ce soit dans la musique, la réalisation, etc. C'est vraiment voilà, un marqueur de son temps. Et ce que j'aime dans ce genre de film, et plus particulièrement dans les films de Brian De Palma, de ces années-là, c'est qu'en fait on a l'impression de voyager dans le temps, quoi. Enfin voilà, c'est un excellent film, il y a une tension quand même assez palpable tout au long du film, un suspense qui est hyper bien maîtrisé, et ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui il est quand même considéré comme étant un chef-d'œuvre, mais à l'époque de sa sortie, il avait été nommé pour les premiers Razzie Awards de l'histoire. Alors pour ceux qui savent pas, les Razzie Awards, c'est une cérémonie un petit peu comme les Oscars, mais au lieu de récompenser les meilleurs films, cette cérémonie, elle récompense les pires films. C'est pas un concept que j'aime beaucoup, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ce film-là a été nommé 3 fois aux Razzie Awards. C'était Michael Caine qui concourait dans la catégorie pire acteur, Nancy Allen dans celle de pire actrice et Brian De Palma dans pire réalisateur. Donc voilà, c'est quand même assez fou, mais comme quoi le temps fait bien les choses et souvent il réhabilite les grands films, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, ce film est teinté de plusieurs éléments d'un scénario que De Palma avait écrit qui s'appelait La Chasse et qui a finalement été réalisé par William Friedkin avec Al Pacino notamment. Mais voilà, il a repris plusieurs éléments de ce scénario et les a mis dans son film Pulsion. Voilà, si vous cherchez un bon film de samedi soir à regarder avec du popcorn, Pulsion de Brian De Palma. Deuxième film que j'ai acheté, c'est Inside Llewyn Davis des frères Coen. Alors là, c'est une édition un petit peu particulière, c'est tout simplement une édition Criterion. Donc les éditions Criterion, c'est des éditions de Blu-ray hyper belles, qui sont pas dispo en France malheureusement. Mais voilà, celle-là, je l'avais chopée sur Vinted. Mais voilà, c'est une édition magnifique, je vais vous mettre quelques plans de l'édition, il y a même une affiche à l'intérieur, c'est trop cool ça. Et Inside Llewyn Davis, c'est donc l'histoire de la vie d'un petit chanteur de folk aux États-Unis qui essaie tout simplement de vivre de sa passion pour la musique. Alors ce film-là, il est vraiment très cher à mon cœur parce que je l'ai tout simplement vu dans l'avion. J'allais au Canada, j'ai habité pendant quelques mois au Canada et généralement les films d'avion, on n'est pas trop concentré, c'est pas trop les meilleures conditions pour un film, mais celui-ci, il m'avait totalement marqué, j'avais adoré. Et au final, en fait, ce film-là, il a un petit peu rythmé mon voyage au Canada. On était partis avec des potes dans des coins un petit peu perdus, comme fait à un moment le personnage principal dans le film. Et voilà, j'étais un petit peu bercé par ce film tout au long de mon voyage, c'était assez cool. Et en plus de ça, je trouve qu'à la fin de ce film, on a un petit peu un sentiment de vertige, on est un peu décontenancé. Et ça, je l'ai aussi beaucoup apparenté à quand je suis rentré du Canada, en fait, j'avais un petit peu cette sensation que rien n'était réel. Vous savez, quand on rentre d'un gros voyage et qu'on retrouve un petit peu son quotidien en France, on se dit, mais est-ce que tout ça s'est vraiment passé? C'est un petit peu ce qu'on ressent aussi à la fin de ce film. Donc voilà, très bon film que j'associe à ce voyage. Et ça me fait penser d'ailleurs que c'est souvent très important, je trouve, le contexte dans lequel on regarde les films. Ça influe beaucoup sur l'appréciation qu'on a. Et là, voilà, je l'ai adoré aussi pour ça. D'ailleurs, j'ai appris en me renseignant sur ce film que le personnage principal, enfin la vie du personnage principal est inspirée de la vie du chanteur de folk new-yorkais Dave Van Ronk. Donc voilà, c'est inspiré de la vie de ce gars-là. Pour le voir, faut quand même être dans un mood particulier, je dirais. Faut se plonger dedans, faut éteindre son téléphone et être un peu focus. C'est quand même un rythme assez lent et une ambiance assez onirique qui s'en dégage. Mais je suis sûr que vous allez adorer, donc foncez. Alors là, je vais vous montrer 3 films d'un coup qui sont alors Colombiana, Time Out et
Target. Alors ces 3 films, je les mets ensemble parce que c'est tout simplement des films d'adolescence. C'est pas des chefs-d'œuvre, c'est des films réputés pas ouf, mais voilà, qui m'ont touché quand j'avais 13-14 ans. J'adorais les regarder, donc je me les suis pris pour le souvenir. Voilà, le genre de film qu'on va voir le samedi soir ou le mercredi après-midi avec des potes et du popcorn, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Je vais quand même vous dire 2 mots sur les films. On va commencer avec Time Out, qui a un concept hyper cool et surtout qui est quand même réalisé par Andrew Niccol, qui est le gars qui a fait Bienvenue à Gattaca et Lord of War, qui sont 2 films excellents. Si vous les avez pas vus, foncez. Et Time Out, c'est un film clairement à concept, c'est un film de science-fiction où en fait le temps est la monnaie ultime et les riches donc qui ont beaucoup d'argent, donc beaucoup de temps, ils peuvent vivre quasi éternellement, et les pauvres ils doivent sans cesse se battre pour trouver du temps en plus et accumuler du temps de vie. Voilà, ça fait quand même un paquet d'années que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie, mais je le ferai à l'occasion, et c'était vraiment un film assez sympa. Et d'ailleurs j'ai appris que Olivia Wilde, qui incarne la mère de Justin Timberlake dans le film, elle est plus jeune que lui, donc c'est quand même assez paradoxal pour un film en plus qui parle du temps. Petite anecdote sympathique. Ensuite, Target, donc pareil, film d'adolescence que j'avais découvert à 13-14 ans. Et là, c'est une comédie d'espionnage où en fait, 2 agents de la CIA se battent entre guillemets pour la même fille. Et j'ai appris que c'était la même scénariste qui avait écrit Mr. and Mrs. Smith, une autre comédie d'espionnage beaucoup plus connue. Mais voilà, donc il y a quelques similitudes avec ce film-là. Mais c'est quand même assez sympa et quand même 3 acteurs assez doués, donc Reese Witherspoon, Chris Pine et Tom Hardy. Donc voilà, comédie assez sympa aussi. Et dernier film, Colombiana avec Zoé Saldana, qui est là aussi un espèce de thriller un petit peu d'espionnage. C'est en fait une histoire de vengeance tout simplement. Et ce film là pour le coup je l'avais trouvé meilleur que les 2 autres. Je l'ai vu pas mal de fois, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas vu, mais à l'adolescence je l'avais vu pas mal de fois et je le trouvais très bon. Et Zoé Saldana toujours au top, donc là aussi si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc vous voyez que mes goûts sont quand même assez éclectiques. Je vous présente du De Palma, les frères Cohen et après Target, mais c'est ça je trouve aussi qui fait la beauté du cinéma, c'est aimer autant se poser devant un film de Bergman qu'une petite comédie d'espionnage un peu plus modeste, mais c'est ça que je kiffe aussi beaucoup. Alors film suivant, Two Lovers de James Gray. Alors lui c'est clairement un petit chef-d'œuvre honnêtement. C'est tout simplement, pour ne rien vous spoiler, un film sur l'amour qui implique 3 personnages. Ce film, ça avait été clairement un petit choc. Je l'avais découvert sur mon ordi, donc pas dans des conditions exceptionnelles, mais je l'avais trouvé incroyable. Le jeu de Joaquin Phoenix, exceptionnel. C'est peut-être mon acteur préféré d'ailleurs, Joaquin Phoenix. Mais voilà, film exceptionnel vraiment. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument que vous voyez ça. Ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'est que ce soit dans la mise en scène ou le jeu des acteurs, tout était hyper intense, un petit peu comme Le Sentiment amoureux. Donc c'est un film sur l'amour. Et voilà, cette histoire, elle est intense, mais à la fois banal en fait. C'est un petit peu la dualité de ce truc là, c'est que le sentiment amoureux c'est un sentiment qu'on éprouve tous à un moment de sa vie, donc c'est finalement le truc le plus banal au monde, on tombe tous amoureux, mais à la fois si on se place du point de vue de sa personne, c'est le sentiment le plus intense. Donc voilà, il y a une espèce de dualité entre banalité et intensité que je trouve hyper intéressant dans ce film. Donc voilà, ça filme un petit peu la banalité de l'amour, mais aussi la beauté et à quel point ça peut détruire. Donc film de fou, vraiment chef-d'œuvre hein, celui-là. Donc c'est clairement mon film préféré de James Gray, mais si je vais vous en conseiller un autre, ce serait aussi un film avec Joaquin Phoenix qui s'appelle La nuit nous appartient, qui est incroyable aussi, c'est un autre chef-d'œuvre. En plus c'est le film qui précède Two Lovers il me semble, ou qui suit Two Lovers, et voilà, James Gray il a quand même enchaîné 2 chefs-d'œuvre que sont La nuit nous appartient et Two Lovers. Donc si vous n'avez pas vu ces 2 films-là, vous allez pas être déçus, c'est sûr. Et d'ailleurs, si vous regardez des films que je vous présente là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, tout simplement. On enchaîne avec un autre film avec Joaquin Phoenix, Walk the Line de James Mangold. Et Walk the Line, c'est tout simplement un biopic sur le chanteur Johnny Cash. Mais dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le biopic est plutôt en toile de fond en fait. C'est plus un film sur les sentiments et là aussi encore une fois sur l'amour. Et là aussi encore une fois une performance incroyable de Joaquin Phoenix, c'est vraiment un acteur qui me touche beaucoup trop, et Reese Witherspoon aussi qui fait une performance de fou. Et d'ailleurs j'ai appris en me renseignant sur le film que les 2 acteurs avaient à chaque fois chanté, enfin c'est eux qui chantent en fait pour chaque chanson présente dans le film. Joaquin Phoenix a aussi appris à jouer de la guitare pour ce film, enfin voilà, il s'est investi à 1000%. Et d'ailleurs Johnny Cash et June Carter, donc les 2 personnages qu'interprètent Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon, ils avaient eux-mêmes choisi ces 2 acteurs pour les
les interpréter à l'écran, mais malheureusement ils sont les deux décédés avant la sortie du film, donc ils n'ont pas pu voir le résultat final. Je trouve ça assez triste comme histoire. Et Joaquin Phoenix, il s'était tellement investi pour ce rôle qu'après le tournage, il a fait un petit séjour en clinique. Il était complètement déboussolé en fait, et il trouvait pas mal de similitudes entre sa propre vie et celle de Johnny Cash. Donc Johnny Cash avait par exemple perdu son frère, ce qui était le cas aussi de Joaquin Phoenix. Donc voilà, ça l'a complètement marqué et ça lui a quand même valu un petit séjour en clinique, donc je trouve ça assez fou et ça rajoute, je trouve, à l'aura du film. C'est vraiment mon film préféré, je pense, de James Mangold, qui est un réalisateur, je trouve, dont on parle pas beaucoup, mais qui a fait plein de très très bons films, dont notamment Copland, que je vous recommande vivement, avec une performance de Sylvester Stallone exceptionnelle. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, Copland, je vous le recommande chaudement aussi. Avant-dernier film pour aujourd'hui, Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, avec donc Claire Danes et DiCaprio. J'ai appris que Claire Danes avait été recommandée à Baz Luhrmann par la réalisatrice Jane Campion, donc anecdote assez sympathique. Là aussi, c'est un film que j'avais découvert lors de ma période Montréal. Il m'avait beaucoup touché en fait pour une scène. C'est la scène de l'aquarium, donc pour ceux qui ont vu le film, vous devez voir de quelle scène je parle. D'ailleurs, j'ai pas fait de petit synopsis, mais Roméo et Juliette, c'est quand même une histoire assez connue. Voilà, ça relate l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare. Et comme je disais, donc, ce film m'a beaucoup touché pour la scène de l'aquarium, qui est une scène magnifique avec la musique I'm Kissing You de Dizri. C'est une scène que je regarde très souvent sur YouTube. Et voilà, des fois, on aime aussi un film pour une scène ou deux, comme on aime une musique pour un passage de 10 secondes de la musique, c'est un peu pareil. Mais voilà, ce film-là, je le retiens surtout pour cette scène et aussi pour quand même l'originalité du traitement de l'histoire de Roméo et Juliette. Donc voilà, super film, Roméo et Juliette. D'ailleurs, j'ai appris que Dizri, la chanteuse qui chante I'm Kissing You, apparaît dans le film pendant la scène du bal. Donc, petite anecdote là aussi. Et dernier film de cette sélection, enfin de mes derniers achats, il s'agit de Cloverfield de Matt Reeves. Donc Matt Reeves qu'on connaît plus récemment pour The Batman. Donc voilà, film qui avait fait pas mal parler lors de sa sortie, produit par J.J. Abrams. Le début en fait, c'est une fête à New York. Il y a un mec qui est chargé de filmer cette fête, et à un moment il y a une secousse qui va foutre un bordel monstrueux dans tout New York, et donc c'est par le biais de cette caméra qu'on va suivre l'évolution des personnages. Donc voilà, c'est un très très bon film de found footage. J'avais beaucoup aimé ce film là. Il y a pas mal de parallèles, je trouve, avec l'Amérique post 11 septembre et le trauma que ça a laissé dans la tête des Américains, et surtout dans la ville de New York. Il y a une tension qui est très très bien gérée. Voilà, tout est très très bien fait, et la suite aussi 10 Cloverfield Lane que j'ai découverte et qui est aussi très très bien. Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit à sa sortie parce que pendant la promo du film, il y avait juste eu une bande-annonce qui était sortie avec des images de la fête et de la fameuse secousse qui fout le bordel dans New York, et ça avait créé un engouement de fou. Au début, les gens savaient pas trop si c'était un film ou pas. Enfin, voilà, ça avait fait un petit buzz et je trouvais ça cool de le mentionner pour ce film-là. C'était assez sympa. Voilà, on a terminé. Donc ça fait quand même une petite dizaine de films. J'espère que j'ai pas été trop long pour la présentation de certains films. J'espère aussi que le format vous a plu, le fait que je raconte quelques anecdotes que j'ai pu lire et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez que je vous présente les prochains films que j'achèterai. Et voilà, si vous voyez des films, j'espère que vous avez découvert des films. Si vous en voyez, dites-moi le aussi en commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine.